À la hausse du coût de l'alimentation. C'est le sujet de cette rencontre aujourd'hui. Merci beaucoup d'être si nombreux déjà connectés. En cette rentrée, l'inflation sur les produits alimentaires s'est installée comme l'un des sujets majeurs de préoccupation des Français, en tout cas qui concerne leur vie quotidienne, contraints d'adapter leur comportement alimentaire. Alors de nouveaux arbitrages s'opèrent dans les caddies quand les prix montent, bien sûr, en particulier pour les plus précaires. On va en parler aujourd'hui. Essayer de comprendre ce qui se passe, de partager quelques solutions pour continuer à avoir, ou pour certains même commencer à avoir une alimentation saine, malgré la hausse des prix. Nous allons nous dire les choses sur l'inflation en particulier. Quelle est sa réalité? Quelles sont les causes? Nous allons nous dire les choses également sur ce que mangent les Français actuellement et ce à quoi ils renoncent pour payer moins ou payer autant en caisse, sur ce que ça veut dire en matière de santé aussi. Ce sont des sujets importants. Faisons-nous l'impasse sur la qualité de ce que nous mangeons en période d'inflation? Avons-nous encore tous le choix de bien manger? Nous essaierons de vous apporter bien sûr quelques conseils pour ne pas tomber dans les pièges de l'inflation et de la hausse du coût de l'alimentation. Posez vos questions bien sûr, n'hésitez pas, laissez vos commentaires aussi dans le chat de ce webinaire. J'essaierai de les poser à nos invités au fur et à mesure qu'elles arriveront. Nous sommes mardi 10 octobre et nous sommes en live avec vous, bien entendu. Les intervenants avec moi aujourd'hui, ils sont 4. Merci beaucoup de vous prêter à cet exercice de pédagogie, bien sûr, d'alerte aussi, sur ce sujet de l'inflation et des coûts de l'alimentation. Gaël Le Floch, vous représentez donc Kantar World Panel, qui est un institut d'études, institut de conseil, leader mondial de l'expertise consommateur. Pour le dire simple, grâce à vos mesures réalisées toute l'année, à partir de votre panel de consommateurs, sur ce que nous achetons, sur ce que nous consommons, vous êtes capable de fournir des analyses précises de nos comportements de consommation. On en parlera bien sûr avec vous dans un instant, puisque ce comportement de consommateur est à l'épreuve de l'inflation. Pascal Ebel, en face de vous. Bonjour Pascal. Directrice associée chez Seaways, une agence qui recueille également et analyse des données, notamment sur les comportements de consommation. Vous avez été directrice, et je pense que c'est important de le signaler aussi, directrice du département alimentation au CREDOC, qui est un centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie pendant très longtemps. Vous êtes également membre du conseil scientifique de l'Institut for a Positive Food qui organise ce webinaire aujourd'hui. On parlera du comportement des consommateurs et de l'impact de cette hausse des coûts sur les plus précaires notamment. On attend votre analyse. Avant de comprendre comment on s'adapte à l'inflation, nous allons discuter de cette inflation justement et de l'augmentation des prix avec vous, Marc Jonglet. Bonjour, merci de nous avoir rejoints. Vous êtes un bénévole très actif au niveau local et national d'une association qui s'appelle Famille Rurale, une association qui accompagne les familles dans leurs achats alimentaires en particulier, grâce à un travail d'observatoire, de suivi des prix. Vous avez également un observatoire du prix des légumes et des fruits frais. On en parlera dans un instant puisque ces observatoires ont été mis en place en 2006, et ils concernent justement des aliments jugés sains. Donc ça va nous intéresser de vous entendre et de voir un peu ce que disent ces observatoires. Nicole, en face de vous, merci beaucoup Marc. Vous pourrez évidemment nous apporter vos lumières et votre complément d'éclairage sur l'inflation et sur la façon de laquelle les gens s'en accommodent, mais vous nous donnerez surtout des bons conseils, vous nous aiderez à déceler quelques idées reçues peut-être sur la qualité des aliments. Vous nous aiderez à allier petit budget et alimentation saine. Vous êtes directrice de recherche à l'INRAE, responsable scientifique du programme OptiCourse, et c'est ce programme OptiCourse que vous allez nous présenter également, et membre du conseil scientifique de l'Institut for a Positive Food.
Un mot avant de démarrer nos échanges sur l'Institut qui organise cette rencontre aujourd'hui. L'Institut for a Positive Food, c'est un institut qui s'est formé pour défendre auprès de toutes les populations une alimentation saine, accessible, conviviale et responsable. C'est-à-dire que l'Institut s'attache à ce que, quelles que soient les urgences économiques, climatiques, politiques, sanitaires aussi, on garde toujours l'attention sur la qualité de ce qui constitue notre alimentation, en donnant une place privilégiée à l'alimentation brute, notamment aux aliments bruts traditionnels, peu transformés et qui s'inscrivent dans une culture locale. Voilà, je n'irai pas plus loin. Il est aussi beaucoup question de plaisir de manger et j'aimerais qu'on garde ce sujet en tête pendant toute nos échanges, bien sûr, intégrer cette dimension sociale importante de la convivialité. Constat sur l'inflation, si vous le voulez bien, l'inflation et l'évolution des prix de l'alimentation, de combien et comment les prix ont-ils augmenté, et notamment pour ceux qui veulent bien manger, évidemment. Gaëlle Le Floch, je vous donne la parole pour démarrer, pour faire un peu ce rappel ou ce point général sur l'inflation. Oui, alors les derniers chiffres de l'INSEE nous indiquent plus 5% d'inflation d'ensemble, avec un pic notamment sur les produits alimentaires, puisque Source Panel Distributeur, qui mesure l'évolution des prix sur des périmètres constants de produits, ça monte à plus 15% si on se compare à l'année dernière, et on est même sur un plus 20% comparé à il y a 2 ans. Donc ça, c'est du jamais vu. C'est une situation... 20%, ce sont sur des prix de l'alimentation, on est d'accord. Sur les prix de l'alimentation, les produits de la grande consommation courante, comme on les appelle. Oui. Et donc c'est totalement inédit comme situation, c'est du jamais vu. Même au moment de la crise de 2008, on est monté à plus 4, plus 5% grand maximum. Et donc ça, c'est un choc pour le consommateur français qui n'a pas eu l'habitude en fait d'être confronté à de tels niveaux d'inflation, d'autant qu'il a plutôt eu accès à une alimentation, on va dire, accessible, abondante et plutôt peu cher jusque-là. Donc, ça met fin à 40 années de déflation, on va dire. Alors, on voit ici ou là un phénomène de désinflation, comme l'on dit. On n'est pas encore dans la déflation, mais donc pas encore dans la baisse des prix, mais on note un ralentissement de hausse des prix sur certaines catégories de produits. Mais il faut quand même intégrer le fait que l'inflation, ce contexte inflationniste et une alimentation plus coûteuse, eh bien ça va malheureusement perdurer et ça va devenir notre quotidien pour plusieurs raisons. On est face à une inflation conjoncturelle, crise ukrainienne, post-Covid, etc. Mais surtout, on a également une inflation structurelle avec des coûts qui sont liés, par exemple, à la transition énergétique. Fabriquer des produits décarbonés, eh bien ça a un coût. Ça coûte plus cher. On a également la souveraineté alimentaire. Ça aussi, ça a été un choc pour le consommateur français pendant la crise du Covid. Et donc de faire revenir des industries sur le territoire, ça coûte. Exactement. On est sur une tendance à la démondialisation, c'est-à-dire que ça nous avait conduit à consommer des produits peu chers venant d'Asie. Et là, on est sur un retour en arrière avec un besoin de consommer local, de souveraineté alimentaire fortement exprimé par les consommateurs français. Et puis le dernier point, c'est aussi la crise climatique qui a un coût également avec son lot d'inondations, de sécheresses, de feux, etc. On l'a vu avec la crise de la graine de la moutarde qui a beaucoup perturbé le consommateur français, qui a réalisé que pour la moutarde aussi, on importe énormément. Et le dernier point, c'est que avec la loi Egalim 3, eh bien, on a également un prix ou un coût de la matière première qui est sanctuarisé pour garantir, on va dire, une rémunération la plus juste possible des agriculteurs et des producteurs d'une façon générale. Donc, crise conjoncturelle de l'inflation plus inflation structurelle font que il faut malheureusement se préparer à cette idée que cette inflation va perdurer et que notre alimentation va devenir plus coûteuse. D'accord. Le chiffre là aujourd'hui à fin septembre, c'est 9,6%. C'est sur l'alimentation. Alors celui que l'on regarde nous est vraiment sur le périmètre des marchés suivis par les panels distributeurs et sur 1 an on est à plus 15% et à 2 ans on est à plus 20%. D'accord. Voilà. Quand on regarde les
les chiffres que vous nous avez présentés sur la slide tout à l'heure, plus 5% sur les achats, tout confondu. Ça veut dire que c'est l'alimentation en majorité qui prend la plus haute hausse, la plus haute inflation? C'est un des postes de coût, effectivement, qui a le plus fortement augmenté. En effet, avec l'énergie, peut-être. Avec l'énergie, exactement, qui est le deuxième poste très contributeur à la construction de cette inflation d'ensemble. Oui. Est-ce que ça fait partie, vous qui analysez les comportements de consommation et la consommation de façon générale, ça fait partie des points inquiétants? C'est inquiétant dans la mesure où, comme je le disais, c'est un changement radical par rapport à 40 années où on a vécu les 30 glorieuses, la massification, la standardisation de l'alimentation, rendue également peu coûteuse par le biais de l'hypermarché, etc. Donc là, c'est un vrai choc pour les consommateurs français qui ne sont vraiment pas habitués à devoir payer plus cher. Donc ils font des arbitrages. Il y a tout un tas de petites tactiques, on va dire, tout un arsenal de mesures qu'ils déploient pour essayer de maîtriser leur budget et de faire en sorte que cette alimentation au quotidien leur revienne le moins cher possible. Et alors, on nous pose la question sur le chat, est-ce que le logement aussi fait partie de ces postes d'inflation importante, Pascal Ebel? Oui, en fait, il faut rappeler que finalement, il y a une tension sur l'alimentation parce qu'on n'a jamais vu le poids du logement augmenter autant. Il a doublé en 40 ans et on est le pays d'Europe où on a ce poids du logement qui est le plus fort. Et finalement, en fait, on se renvoie cette inflation qui touche l'alimentation et le logement qui vont finalement pénaliser beaucoup plus les consommateurs. Et souvent, c'est ce qui, c'est pas que parce qu'il y a une inflation alimentaire qu'il y a des difficultés en termes de comment manger. Et il y a vraiment cette double choc qui est très fort, et notamment dans les mois à venir, même si aujourd'hui c'était l'alimentation qui pesait le plus dans la formation du prix au global, aujourd'hui c'est l'énergie qui prend le relais, notamment parce que on a en effet le prix de l'électricité, mais ça vous a pas échappé qu'il y a des guerres un peu partout. Le prix du pétrole a augmenté hier, donc on a vraiment d'ici la fin de l'année, contrairement à ce que disaient les économistes, on va pas nécessairement arriver à que 4% en fin d'année 2023. Donc il y a toutes ces incertitudes géopolitiques qui pèsent sur le post-logement au travers de l'énergie et au travers du prix du carburant pour la mobilité aussi. Alors, il y a beaucoup de discussions sur ces chiffres de l'inflation. Qu'est-ce qu'on prend en compte? Alors, je crois que l'INSEE, qui révèle les chiffres de l'inflation, prend en compte un certain nombre de produits. Je crois qu'il y a 1100 produits, me semble-t-il, qui sont concernés par l'INSEE. Certains économistes discutent aussi un peu cette façon de calculer l'inflation. Famille Rurale, l'association, à sa manière, s'est un peu dit que il fallait aussi peut-être proposer d'autres chiffres, d'autres indicateurs de l'inflation, de l'augmentation des prix. Et vous avez donc créé cet observatoire des prix, Marc Jonglet. Un mot peut-être sur Famille Rurale déjà, l'association qui est présente, qui rassemble plus de 120 000 familles, je crois. Oui, tout à fait. Famille Rurale est une association qui a été créée en 1943, association à la loi 1901, pour défendre les droits et les intérêts des familles. Ce mouvement est indépendant de toute obédience politique, religieuse, syndicale, etc. Et aujourd'hui, c'est le premier mouvement familial français avec effectivement plus de 120 000 familles qui adhèrent à 1850 associations réparties sur tout le territoire. C'est 17 000 salariés, c'est 25 à 30 000 bénévoles, donc une puissance de frappe assez considérable. Deux grands volets aujourd'hui dans les actions du mouvement Famille Rurale. L'un, c'est que les familles puissent mettre en place là où elles sont les services et les infrastructures qui leur manquent. L'autre grand volet, c'est le volet consommation. Famille Rurale est maintenant la troisième association de consommateurs en France, a obtenu l'agrément en 1975 et la reconnaissance spécifique en 2013, ce qui lui permet de mener des actions de groupe. Nous avons créé l'Observatoire des prix en 2006, justement pour contredire ou contrebalancer un petit peu cet indice INSEE qui nous paraissait assez opaque et pas représentatif du budget des familles.
Donc nous avons mené cet observatoire de cette façon-là de 2006 à 2021. 2021, nous avons pensé avoir fait le tour et donc nous avons refondu assez fondamentalement cet observatoire pour en faire un instrument de mesure du coût d'une alimentation saine pour une famille de 4 personnes composée de 2 adultes, un adolescent et un jeune enfant. Alors, comment fonctionne cet observatoire? 98 veilleurs répartis sur le territoire font dans 134 magasins 4 relevés par an. Quel type de magasin? Hypermarché, supermarché, EDMP et bio. D'accord. Et toutes enseignes confondues. Et les résultats sont anonymisés. Il n'est pas question de comparer une enseigne à l'autre, ce n'est pas notre objectif. D'accord, donc petites enseignes et grands groupes. Toutes enseignes, supermarchés, hypermarchés, etc. Et nous relevons donc à chaque fois les prix de 85 produits répartis en 7 groupes, qui sont un petit peu les groupes du PNSS, hein, les matières grasses, les féculents, l'épicerie sucrée, les viandes de poisson et œufs, etc., qui composent donc le caddie ou le panier qui permet de cuisiner les menus qui ont été élaborés par un chef et un nutritionniste de façon à ce qu'ils respectent les 7 recommandations du PNNS. Ouais. Alors, c'est-à-dire, comment, on regardera après tout à l'heure la liste de quelques-uns de ces produits, ces 85 produits, mais comment on choisit 85 produits qui représentent les familles françaises? Alors, donc, à travers ces menus élaborés avec chef et nutritionniste, nous avons élaboré donc une liste de courses pour la semaine et nos relevés concernent ces 85 produits qui sont dans le caddie. D'accord. Donc vous allez 4 fois par an vérifier ces prix, relever ces prix et les comparer d'une année sur l'autre. D'accord. Avec quelques focus. Que vous dit quelle est déjà la première, alors peut-être pas le premier enseignement, mais on va parler juste du taux d'inflation qu'on vient d'annoncer, le taux de l'inflation de l'INSEE et des instituts. Est-ce que Famille Rurale a ce même taux d'inflation sur ces 85 produits? Alors, sur 2022 comparé à 2021, notre panier augmente moins vite que l'IPC de l'INSEE, qui était à 12%. Nous sommes à 8,3%. Parce que la composition du panel est complètement différente. Nous, c'est vraiment basé sur ce que notre panier, nos menus, qui sont plutôt basés sur des produits simples. D'accord. Pas produits très transformés, en tout cas pas l'ultra transformé dans notre panier. D'accord. Et donc les produits simples ont moins évolué que l'indice INSEE. Un des premiers enseignements donc que vous relevez de cet observatoire, c'est que les produits sains ont moins augmenté que les produits transformés. Oui, tout à fait. Alors, avec des variantes suivant les catégories de produits, les matières grasses ont augmenté de 13%, les produits céréaliers de 11%, les pâtes 28%. Les fruits et légumes 11%, les VPO, donc viande, poisson, œufs, de 6%, vous l'avez à l'écran, les produits sucrés de 6%, le sucre là-dedans a bien plus augmenté, les produits laitiers de 4%, et ce qui est assez rassurant, ce sont les légumes secs et légumineuses qui, entre guillemets, n'ont augmenté que de 3,8%. Alors maintenant, ce sont les chiffres 2022 par rapport à 2021. Nous avons fait quelques analyses sur 2023 sur un panier sain, plus restreint, un peu plus économique, qui comprend 34 références. Et nous avons comparé donc ce panier qui d'avril 22 à avril 23 qui a augmenté de 15,9%, alors que l'indice INSEE dans le même temps de mai à mai a augmenté de 5,16%. Donc là, on a vraiment une flambée importante sur cette période-là. Sur des produits, c'est ceux qu'on voit à l'écran ou non, légumes et fruits? Non, dedans il n'y a pas de produits frais.
D'accord. Il y a les autres produits, j'ai le détail si vous le souhaitez. Non, oui, comme vous voulez, si vous l'avez à disposition, ça sera bien sûr avec plaisir, mais c'est pas forcément ce qu'il y a de plus utile. Ce que on voudrait comprendre, c'est qu'est-ce que vous retirez finalement de cet observatoire cette année, en particulier par rapport aux autres années, puisque vous avez modifié vos calculs depuis 2021. C'est surtout ça. Alors, les enseignements qu'on en retire, c'est la préoccupation de la santé pour les familles. Le manger sain pèse de plus en plus sur le budget, surtout les derniers déciles qui sont les plus précaires. Ça, c'est très clair. Et c'est là notre inquiétude. Nous avons mené début 2023, au printemps 2023, une étude avec l'IFOP, commune IFOP Famille Rurale. Face à l'inflation, il y a des attitudes qui sont assez rassurantes. Par exemple, 80% des familles réduisent le gaspillage, ça c'est une bonne chose. Par contre, 60% vont revoir et ont revu leur menu. Ça, c'est plus préoccupant. Oui. On va en parler du comportement. Surtout que 40% vont baisser la quantité et 27% ont sauté un repas. C'est donc extrêmement préoccupant. D'accord, donc on mange moins. Je voudrais revenir sur un des tableaux que vous nous avez présenté tout à l'heure, qui était très intéressant. Je voudrais peut-être demander juste votre avis sur le plateau. Nicole, est-ce que vous avez regardé ces chiffres avec beaucoup d'intérêt, j'imagine. Est-ce que vous constatez vous aussi ces données-là, l'évolution un peu dans les différentes catégories? Qu'est-ce que ça vous inspire? En fait, moi, je suis très intéressée et étonnée à la fois par le fait que les fruits et légumes n'augmentent pas plus, mais en même temps, je dois dire qu'on n'a pas de données accessibles. Même nous, en tant que chercheurs, puisque je suis chercheur dans un institut public, on n'a pas de données dans le temps exhaustives, fiables, sur le prix des aliments en France. Quand même, c'est incroyable, sachant que par ailleurs, on a des bases de données de plus en plus précises et fiables sur la composition nutritionnelle des aliments. On a depuis quelques années aussi des données très intéressantes et exhaustives aussi sur les impacts environnementaux de nos aliments. Mais pour les prix, en fait, c'est extrêmement difficile, comme s'il y avait un secret là autour de ça. Et du coup, je regarde les valeurs, mais je n'ai rien, moi, à quoi les comparer pour savoir si ça correspond vraiment à mes impressions ou pas, quoi. Alors, moi, ce que je vois dans ce tableau, c'est, fruits et légumes, on voit bien produits céréaliers, féculents. Une famille précaire, c'est quand même ce qu'elle continue à manger, c'est les pâtes, les matières grasses qui ont énormément augmenté aussi, fruits et légumes. Bon, les légumes secs 3,8%, tout le monde, c'est pas évident de mettre des lentilles tous les jours à table quand on a des enfants. Les produits laitiers c'est encore probablement plus facile, mais il y a aussi et on le sent dans le panier de familles rurales, c'est qu'il y a presque des chiffres là qui peuvent faire peur pour les plus précaires aussi. On en parlera plus en détail sur leur comportement dans un instant. Mais et sur les fruits et légumes. Alors, pour répondre à votre question, nous publions au mois de juillet les résultats de notre observatoire fruits et légumes qui est extrait des 134 relevés qui sont faits. Et si on compare juin 2023 à juin 2022, sur 9 fruits et 10 légumes, l'inflation était de 16%. 16%. Et sur 10 ans, les fruits ont augmenté de 43%, les légumes de 73%. Oui. Chiffre issu de nos relevés. Oui, d'accord. Ouais. Oui, c'est pour ça que le 10 ou 12% qu'on voyait dans le graphique précédent pouvait être un peu étonnant. 10,7%, c'est de 2021 à 2022. Voilà, c'était un graphique. En fait, c'est des questions de date à date qui jouent beaucoup. Il y en a eu des flambées par période. Et puisque vous faites des relevés dans des magasins bio également, est-ce qu'il y a un enseignement particulier sur les produits bio par rapport aux produits non bio? Alors, le premier, c'est que les produits bio coûtent cher. D'après nos paniers, pratiquement 50% plus cher. Par contre, l'inflation était moindre sur les produits bio parce qu'ils sont déjà chers
et ils ont des marges un petit peu plus larges qui permettent d'amortir en partie. Qui plus est, il y a eu depuis quelques mois, voire un an, un peu plus d'un an, un déséquilibre entre l'évolution de l'offre et de la demande. La demande qui se réduit, et donc pour un certain nombre de produits, il y a une surproduction, il y a une suroffre. Et un certain nombre d'agriculteurs sont obligés de déclasser leurs produits bio en produits conventionnels. D'accord. On parle d'un panier pour une famille. Je suppose que vous avez un montant, un prix de combien coûte un panier d'achat pour des produits sains pour une famille avec 2 enfants, c'est ça, 3 enfants? Quel est le coût? Est-ce que de combien ce coût a augmenté, puisqu'on imagine bien qu'il a augmenté? Alors voilà, vous l'avez à l'écran. Nous avons 3 paniers. Un panier premier prix, un panier marque nationale et un panier bio. Et vous voyez à l'écran l'évolution des prix. Hein. Alors là, c'est sur les fruits et légumes. Il y a une autre diapo qui montre l'évolution qui a été de 8,5% d'une année sur l'autre, 8,3%. D'accord. Donc là, alors le panier premier, Alors le panier premier prix coûte 734 €. Coûtait en 2022 734 €, oui. plus 8,1%. Ça c'est mensuel. Mensuel, hein? Oui, tout à fait. Donc budget moyen d'une famille, on est d'accord, pour manger. Marque nationale 814 €. Pas moyen, c'est le budget nécessaire. C'est le budget nécessaire pour acheter ce panier, pour acheter ce caddie. Un panier équilibré. Le panier équilibré, toujours effectivement, selon les recommandations du PNNS, donc les menus que nous avons élaborés. D'accord. 814 pour le panier marque nationale et 11 179 pour le panier bio, qui lui a augmenté de 4,3%. Donc c'est ce que je disais, elle a augmenté un petit peu moins. Et nous avons également mesuré un panier économique pour budget serré, qui respecte néanmoins le PNNS, mais en se faisant moins plaisir. On parlait de notion de plaisir, qui lui est à 477 € et a augmenté de 6%. D'accord. 477 € et a augmenté de 6%. Et ça, c'est le budget serré. Est-ce que, en quelques mots rapidement, on peut parler du PNNS, juste rappeler pour ceux qui ne le savent pas, il y a sûrement beaucoup d'experts qui nous regardent aujourd'hui, mais quand même, pour ceux qui ne le savent pas, qu'est-ce que c'est le PNNS? Donc, c'est le Plan National Nutrition Santé, qui fait un certain nombre de recommandations sur l'alimentation et à destination du grand public, il y a 7 recommandations clés. Premier, manger 5 portions de fruits et légumes par jour, pas 5 fruits et légumes, parce que si vous mangez un radis, ça fait pas une portion. Manger des légumes secs et légumineuses 2 fois par semaine, des féculents complets 1 fois par jour, des VPO, viande, poisson, œufs, 1 à 2 portions par jour, dont 2 fois par semaine du poisson, dont 1 fois du poisson gras, type maquereau, sardines, etc. Ensuite, produits laitiers 2 à 3 par jour, des matières grasses, une petite quantité chaque jour, avec de préférence des huiles de colza, de noix ou d'olive. Et 7e recommandation, diminuer les consommations de sel, d'alcool, de boissons sucrées, de produits gras sucrés salés, nous y reviendrons certainement, et de produits ultra transformés. Voilà les recommandations du PNNS. Sur les produits, les produits à coque, il y a cette notion d'une petite poignée par personne par jour. Oui, qui s'adresse plutôt aux seniors pour rééquilibrer à la fois leurs matières grasses et leurs protéines. C'est ça, parce que j'allais dire une petite poignée par jour pour une famille avec 3 enfants. 5 petites poignées, c'est énorme dans un budget. C'est énorme. C'est sur une semaine complète. Les noix, les noisettes, les amandes. C'est ça, noisettes, amandes. Merci beaucoup pour ces précisions. Avant de rentrer dans le détail du comportement maintenant, comment on s'adapte un peu tous, vous, moi, à cette augmentation des prix, à cette inflation, le trimestre anti-inflation, est-ce qu'il a permis de contenir un peu cette inflation, ces prix? Est-ce que le panier a été un peu maîtrisé? Je vous pose la question à vous, et puis peut-être Gaël, si vous voulez apporter une précision également. Alors, la position de famille rurale
c'est que les consommateurs sont les grands perdants des négociations de dupes entre les industriels et les distributeurs. Voilà notre sentiment, voilà notre Ça a servi à position. rien, quoi, le trimestre anti-inflation, c'est ça? Vous voyez la diapo qui est à l'écran. De février 2023 à avril 2023, plus 3% sur un panier de 34 références. Plus 15,9% d'avril 2022 à avril 2023. Alors, nous avons fait justement un focus TAI en avril 2023 pour mesurer cet impact de cette opération. Et ce qu'il en ressort, c'est une grande confusion. Grande confusion parce qu'il y a eu un affichage exubérant, disparate, d'une enseigne à l'autre, et dans le même magasin, il y avait des affichettes anti-inflation et puis mélangées avec d'autres affichettes. C'était très très complexe. Difficile à comprendre pour le consommateur. Je suis veilleur prix. Non, je voudrais juste revenir sur les 34 produits qui vous servent à donner les chiffres qu'on regarde. Ça veut dire qu'il y a 34 produits de votre panier qui ont été sélectionnés pour le trimestre anti-inflation, oui. Pas les autres. Pas les autres, non. Ceux qui étaient les plus faciles d'accès, les plus facilement mesurables, et tous n'ont pas fait l'objet d'opérations TAI. D'accord. Donc ça veut dire que ça n'a pas servi pour vous aux familles qui souhaitaient manger sain, très insuffisamment, frais. Très insuffisamment, et vraiment ça a perturbé. C'était très confus. Très confus, surtout que se sont mélangés à ça un tas d'opérations promotionnelles des enseignes avec ou sans les industriels. Oui, d'accord. Donc impossible de s'y retrouver. Et tous les produits des TAI n'étaient pas les moins chers, et loin s'en faut, et pas non plus les plus consommés. Voilà. Gaël Le Floch, alors si on prend un tout petit peu de hauteur par rapport aux seuls produits de famille rurale, qui sont des produits qui ont été sélectionnés pour répondre à, on l'a dit, l'alimentation saine, durable, qu'est-ce qu'on constate sur ce trimestre anti-inflation ? Alors, il s'appelle trimestre anti-inflation et pas panier anti-inflation parce que justement, suite à la demande d'Olivia Grégoire d'aligner un panier homogène d'une enseigne à une autre pour que les prix soient comparables, etc., ça n'a pas été suivi d'effet par la grande distribution qui a mis de façon plus privilégiée, on va dire, des produits à marque propre, des produits marque distributeur, dont la structure du prix est fortement corrélé avec le cours des matières premières. Donc, ce sont justement les prix des produits de marque propre qui ont plus fortement augmenté en prix que le prix moyen des marques nationales. Comme ce sont ces produits qui ont été mis en avant dans ces paniers ou au cours de ce trimestre anti-inflation qui a été rallongé, d'ailleurs, il n'a pas duré qu'un trimestre. Effectivement, ça n'a pas été forcément une opération gagnante pour le consommateur, d'autant que si on raisonne en termes de rapport qualité-prix, on va dire, voilà, ce sont pas nécessairement des produits de qualité, des produits sains, voilà. Donc, quand on parle de produits de qualité, c'est sain pour la santé du consommateur et puis pour le bien de la planète et le bien de la société. Il n'y avait pas de contrainte sur ce trimestre anti-inflation, sur ces prix bas. Il n'y avait pas de contrainte sur éviter les produits transformés, hyper gras ou quoi que ce soit? Oui, non. On a même vu de l'alcool dans des paniers. Oui. Donc, ça a été dénoncé après plutôt par des associations qui font que l'acteur qui l'a fait l'a enlevé. Mais en effet, il n'y avait aucune contrainte. Ils mettaient ce qu'ils voulaient. Donc, ils ont surtout mis en avant leurs marques, les marques distributeurs qui leur appartiennent. D'accord. Bon, c'est bon à savoir et à comprendre aussi. Ça permet un petit peu de déchiffrer ce qui s'est passé parce que le consommateur que je suis avait aussi tendance à regarder, à se dire bon bah tiens, c'est le trimestre anti-inflation, on va se trouver là vers des produits où la qualité et le prix sont un peu en corrélation. C'était ce qu'on avait un peu cette impression. Mais donc il y avait pas forcément de contraintes dans ce sens-là. Les arbitrages des Français, moi j'aimerais qu'on en parle. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé là en 2022 pendant toute cette grosse période d'inflation jusqu'à maintenant? Dans leur caddie, quel choix ils ont fait? Est-ce qu'on a fait l'autruche et qu'on a puisé dans les réserves pour acheter ce qu'on achète d'habitude? Est-ce qu'on a baissé sa ration alimentaire? Est-ce qu'on change de gamme dans les produits qu'on achète habituellement? Est-ce qu'on change sa façon de manger? Si oui, comment? Gaël Le Floch, vous avez
toutes ces données, toutes ces analyses du comportement des Français? Expliquez-nous. Oui, on a même très précisément un modèle mathématique qui nous permet justement de calculer les arbitrages qui sont faits, quel levier est actionné par les consommateurs pour essayer de maîtriser le plus possible leurs dépenses. Et donc ce que l'on voit ici sur cette slide, c'est que désormais 70% des arbitrages des consommateurs, ça consiste à acheter moins. Jusqu'en 2022, on va dire que les marchés alimentaires se sont montrés particulièrement résilients. On était dans le contrôle et on a basculé dans la déconsommation pure et simple. On a basculé dans la privation, du contrôle à la privation. Vous voyez que sur l'ensemble des marchés PGC, on est sur un moins 4,3%. PGC. Alors, ce sont les produits de grande consommation courante. Et puis, vous avez à côté l'évolution des quantités achetées sur les produits frais traditionnels. Donc, pour acheter moins, ça suppose de consommer moins. Donc, ça veut dire des arbitrages dans les repas qui sont drastiques. Ça veut dire se concentrer sur le plat principal, éliminer les entrées, éliminer le fromage. Ça suppose aussi, malheureusement, pour certains foyers, comme vous l'avez évoqué, des repas zappés. Parfois, certains foyers en sont contraints à zapper des repas. On est sur un nombre de repas supprimés qui est passé de 6 à 8%, par exemple. Vous avez évoqué aussi le gaspillage. Donc ça, c'est de loin l'arme anti-inflation la plus fortement plébiscitée par les consommateurs. C'est à la fois une arme anti-inflation, mais aussi un geste, on va dire, pour l'écologie. Vous avez également... Et ça s'explique, ça se présente comment, cet anti-gaspillage? C'est-à-dire qu'ils font attention, on fait plus attention à ce qu'il y a dans le frigo, on évite d'acheter trop et puis de jeter. Oui, on jette à peu près 27 kilos par individu par an d'alimentation non consommée, achetée et qui a été mise dans les placards ou dans les frigidaires et qui n'est pas consommée. Donc c'est à la fois dans les intentions déclarées par les consommateurs, c'est aussi l'utilisation d'applications comme Too Good To Go, par exemple, qui vous permet d'être livré de plats préparés à base de légumes recyclés, par exemple, et qui auraient été en temps normal jetés par la restauration ou par la grande. Et donc les consommateurs plébiscitent davantage ce type d'application ou de pratique qu'avant. Tout à fait. On est à près de 2 millions d'utilisateurs de cette application Too Good To Go qui est relativement récente. Donc, c'est effectivement un véritable plébiscite. Et puis, vous avez également la préparation de plats plutôt froids parce que l'utilisation du four ou de la gazinière, compte tenu du coût de l'énergie, eh bien, on se porte plutôt sur des plats froids plutôt que des plats chauds. On invite beaucoup moins également à la maison. Les seuls, on va dire, ingrédients qui soient préservés, c'est la prise de dessert parce que le Français a un rapport à son alimentation qui est très particulière et donc voilà, on choisit des produits d'abord par rapport au prix, ensuite par rapport à la santé et ensuite pour se faire plaisir. Donc ça, on achète moins, on consomme moins et puis on achète moins cher. Donc ça pousse les consommateurs à changer également leur routine de course. Donc ils vont passer d'un magasin à un autre en achetant telle catégorie dans le magasin le mieux disant, le moins cher, pour faire simple. C'est également déporter ses achats des marques nationales vers la marque distributeur, on l'évoquait tout à l'heure, même si elle a été plus fortement inflatée, elle reste malgré tout en prix facial à l'unité moins chère, entre 20 et 35% moins cher qu'un produit issu de marques nationales. Et puis c'est aussi la mise en suspens de la transition alimentaire qui avait été amorcée avant le Covid et qui a été complètement exacerbée pendant la période du Covid, où les gens ont fait la cuisine, utiliser des produits bruts, non transformés. Et là, voilà, ça met en veille cette tendance à faire soi-même et on voit une augmentation des plats tout prêts, avec également l'influence du télétravail qui fait que les gens ont besoin de gagner du temps. Donc il y a une recherche de gain de temps, de praticité, de faire simple et de se faire plaisir dans sa consommation au quotidien. Et donc typiquement le déficit sur la transition alimentaire, il se voit au travers
du dévissage des produits bio qu'on évoquait tout à l'heure. On est à moins 10% des dépenses sur les produits bio, qui ont pourtant été moins inflatés que les produits conventionnels, parce que dans leur composition, ils n'ont pas d'intrants, par définition, pas d'insecticides. Et ces produits des intrants, ce sont des produits que l'on importe et qui ont subi une augmentation de cours très importante. Donc ça vient aussi expliquer le fait que les marchés du bio ont vu leur prix augmenter moins fortement que les produits conventionnels. D'accord. Vous parliez des produits tout faits. Moi, j'ai l'impression que c'est plus cher, les produits tout faits, que de cuisiner à la maison. Et pourtant, vous nous dites que les Français se sont retournés vers des produits tout prêts. Sur une tendance long terme, on est plutôt à faire soi-même, faire à la maison, préparer des produits bruts. Et il y a vraiment un rejet des produits ultra transformés. Mais sur du court terme, sur cette tendance de post-Covid, où on prend plus de repas à la maison et où, encore une fois, on est en recherche de temps, très clairement. Oui, il y a des progressions sur les plats tout prêts, et plutôt les plats, les salades, les plats froids, voilà. Parce que faire à manger soi-même, comme je le disais, ça nécessite du temps, d'éplucher, etc. Et ça nécessite aussi d'utiliser son four ou sa gazinière. Et ça, c'est un critère. C'est aussi très nouveau, malheureusement, mais c'est vraiment des choses qui n'étaient pas prises en considération dans le passé. Mais la prise en compte du coût de l'énergie dans la préparation de son repas au quotidien est aussi un paramètre qui a surgi pendant cette crise inflationniste. Alors, je regarde un petit peu ce qui se passe sur le chat. Bon, hormis le fait qu'on me fait remarquer qu'on se demande si les salaires ont augmenté à la même vitesse que l'inflation. Je vais vous lire une remarque et poser la question de Philippe Legrand, que je salue, qui fait partie du comité scientifique de l'Institut for a Positive Food, qui nous dit: peut-on imaginer que quantitativement, des apports énergétiques réduits du fait du prix pour l'adulte puissent aussi avoir un petit bénéfice santé, et notamment pour le surpoids, voire l'obésité. Autrement dit, si c'est moins bien qualitativement, peut-il y avoir un mieux quantitativement? Qui veut répondre? Pascal, je vois que vous levez le doigt. Je veux bien juste reprendre ce qui s'est passé en 2008, puisqu'on avait une inflation qui était 2 fois moins forte, mais où on avait eu quand même un pouvoir d'achat qui a beaucoup plus baissé que ce qui se passe aujourd'hui. Et on avait vu en effet l'obésité diminuer. C'est-à-dire que quand il y a ces périodes-là, en effet, on va supprimer, dans ce qu'on déclare en général des produits alimentaires qu'on supprime, c'est plutôt ce qu'on considère comme moins sain. Donc en premier vient l'alcool, mais aussi viennent en déclaratif les produits sucrés. Et ce dont on se rend compte, c'est qu'en effet, on va finalement un peu moins manger sur des repas qui sont considérés moins importants. Et on sait que les repas qui sont plus sautés, ça va être, on va supprimer le petit déjeuner, on va continuer à prendre le dîner. Et donc, on va finalement moins manger. Mais ce dont on s'aperçoit, c'est que on va manger beaucoup moins diversifié. C'est-à-dire que ce qui est supprimé, c'est en fait ce qui est compliqué, c'est-à-dire de manger tous les jours des fruits, des légumes. Le poisson a beaucoup diminué parce que c'est un des produits qui a le plus augmenté en prix. Donc, ces recommandations du Plan national nutrition santé sont de moins en moins suivies dès qu'on a un choc comme ça qui pèse sur une plus grande partie de consommateurs. En fait, ce dont on se rend compte, c'est qu'évidemment, cette inflation, elle ne touche pas tout le monde de la même façon. On va en parler tout à l'heure, mais il y a vraiment cette question d'une partie de plus en plus importante qui est concernée par cette question d'inflation qui les touche au quotidien. Et donc, on va manger de plus en plus, on le voyait tout à l'heure, de plus en plus de féculents. Donc, en fait, c'est ce qu'on mange dans le bol alimentaire. Ce qui pèse le plus, c'est le pain quand même. Les deuxièmes produits, c'est les fruits et les légumes. Et donc, on va manger plus de pain, plus de pâtes, plus de féculents, mais moins de fruits, moins de légumes. Et donc, finalement, en termes de santé, il y en a qui vont quand même être touchés par une inflation qui augmente beaucoup. Alors parlons-en justement des familles précaires, parce que la question se pose réellement pour ces familles-là, et puisqu'on parle de santé, je pense qu'il faut qu'on s'arrête dessus. Dans le monde, de toute façon, la faim ne cesse de progresser. Je crois qu'on est à 10%, presque 10% de population mondiale sous-alimentée. En France, on a des chiffres qui sont pas mieux. Nicole, est-ce que vous avez... Alors, on va peut-être voir également un schéma, Nicole, que vous nous avez proposé, qui est justement sur cette diversification alimentaire, qui montre bien ce qui se passe pour les familles les plus précaires.
Oui, puis ça permet aussi peut-être de répondre à la question de Philippe Legrand et tout ce qui a été dit jusqu'à présent, c'est-à-dire manger moins, ça ne veut pas dire forcément manger moins de calories. Très souvent d'ailleurs, quand on a une alimentation déséquilibrée, on consomme des aliments où les calories sont concentrées dans cette alimentation, si bien qu'on mange des plus petites quantités que quelqu'un qui a une alimentation bien équilibrée, riche en fruits et légumes, en poissons, en viande maigre, etc. Et là, le graphique, il le montre en fait. Parce qu'on voit, donc ce graphique montre, ici, à gauche, on a des personnes en situation d'insécurité alimentaire. Donc l'insécurité alimentaire ou l'insuffisance alimentaire ou la précarité alimentaire, c'est une insatisfaction vis-à-vis de son alimentation pour des raisons financières. Et puis le reste de l'échantillon, rêve 1, rêve 2, rêve 3, etc., c'est le reste de la population découpé en fonction du niveau de revenu. Et donc, ce que vous voyez, c'est que pratiquement pour la plupart des groupes alimentaires, eh bien, les quantités consommées, il s'agit là de quantités consommées, sont pas si différentes que ça. Et c'est vraiment sur les fruits et légumes qu'il y a une très forte différenciation sociale. Mmh. Si bien que les gens qui sont effectivement en situation d'insécurité alimentaire ou en faible revenu, eh bien, ils mangent moins en quantité, mais ça ne veut pas dire qu'ils mangent moins en calories. Simplement, ils ont un moins bon équilibre avec moins de nutriments protecteurs, moins de fibres. On voit aussi que sur cette toute première catégorie, là où vers la flèche rouge, oui, il y a aussi plus de féculents. On voit bien que les féculents oui, remontent un peu et les produits laitiers diminuent oui, assez. Oui, ça c'est équilibré. Enfin, ça s'équilibre. C'est un petit peu aléatoire les changements sur les produits laitiers, mais les féculents c'est notable et c'est connu. Plus on est en situation de difficulté financière vis-à-vis de son alimentation, bien plus on va se tourner vers les féculents parce que c'est des sources de calories pas chères. Et ce que vous disiez par rapport à l'adaptation des Français aujourd'hui à l'inflation, c'est assez frappant parce que toutes ces façons de s'adapter sont très bien connues, des façons dont les familles pauvres s'adaptent depuis longtemps à leur faible revenu pour avoir une alimentation. Consommer moins, faire attention à ne pas gaspiller, sauter un repas, simplifier les repas, tout ce que vous avez dit, quoi. Multiplier les points de vente, chercher les bonnes astuces. Oui. Et donc maintenant, en fait, c'était des stratégies qu'on voyait dans certaines catégories en difficulté et puis qui finalement gagnent sur une plus grande part de la population. Mais cette inflation, est-ce qu'elle touche différemment les plus précaires? C'est-à-dire que là, ce qu'on voit, on a vu tout à l'heure dans la variation des prix que les fruits et légumes avaient énormément augmenté. Les féculents aussi, d'ailleurs. Est-ce que, pour le coup, les familles précaires sont un peu protégées de cette inflation du fait de leur moindre consommation de fruits et légumes? C'est la question aussi qu'on peut se poser, Nicole et puis Pascal après. Non, je dirais qu'au contraire, c'est pratiquement automatique. Elles sont forcément plus touchées par l'inflation et ceci pour plusieurs raisons. D'abord, si on considère que ce soit 1 litre d'huile ou 1 kilo de yaourt, si ça augmente de 1 euro, ça augmente de 1 euro pour tout le monde, mais 1 euro pour les plus pauvres, c'est pas la même chose que1 euro pour les plus riches. Donc ça pèse plus sur les plus pauvres. Ça, c'est une évidence. Et puis, je crois que vous l'avez déjà dit, moi, j'avais pas vraiment de données précises là-dessus, mais je l'ai lu ici et là. Finalement, c'est les prix des produits premier prix ou marques distributeurs qui ont proportionnellement plus augmenté et qui étaient déjà ceux vers lesquels les plus pauvres se tournaient par nécessité. Et puis, le troisième point, c'est évident, c'est qu'ils n'ont pas de marge de manœuvre ailleurs, autre que les salaires et les prestations sociales. Donc, c'est très, très fortement contraint. Donc, je pense qu'on peut absolument répondre oui sans se tromper à cette question. Oui, non, en effet, quand on regarde les statistiques de l'INSEE, on se rend compte que chez ceux qui sont les 20% les plus pauvres, ils ont 1 demi-point de plus d'inflation par rapport aux 5% que citait tout à l'heure Gaëlle, notamment parce que ils ont un poids de l'alimentation qui est plus fort, mais aussi, rappelons-le, ils ont un poids de l'énergie et du logement qui est plus fort. Donc, ils sont touchés par les deux pics
sur l'inflation que sont l'énergie, mais les loyers aussi et l'alimentation. Par contre, ce qui se passe sur d'autres catégories de population, notamment en termes de où on vit, en fait, on sait que ceux qui vont être le plus touchés par cette inflation, qui touche aussi le logement, c'est vraiment ceux qui sont les plus âgés. Parce que le poids de l'alimentation à domicile est beaucoup plus fort chez les plus de 75 ans et ceux qui sont en zone rurale. Donc ça concerne moins, en fait, tous ceux qui sont plus proches du pouvoir, qui sont en région parisienne, par exemple, notamment à Paris, où on a un poids du carburant qui pèse 0, puisqu'on se déplace pas tellement en voiture, et où on a un logement qui, finalement, est moins coûteux en énergie parce qu'on vit dans des appartements et pas dans des maisons. Donc on a une inflation qui finalement crée beaucoup plus d'inégalités que ce qu'on a observé dans d'autres pics d'inflation en fait, et d'autres crises du pouvoir d'achat, et qui crée en fait finalement d'abord une plus grande proportion. On est à peu près à 2/3 des Français qui ont des difficultés sur l'alimentation. On n'était qu'à la moitié des Français en fait avant Covid. Donc en fait, c'est surtout qu'on a élargi la part des Français qui sont touchés par ces difficultés. Et évidemment, Famille Rurale l'a bien montré, c'est que plus on a d'enfants, et plus ça coûte cher en fait. Un budget, et on n'a pas plus de revenus, donc c'est les familles qui sont avant tout touchées par cette inflation. Ouais. Peut-être, je voudrais qu'on remette aussi, si on peut revoir le tableau que vous nous aviez présenté, Famille Rurale, sur l'évolution des prix. Quand on regarde un petit peu plus en détail sur l'évolution des fruits et des légumes en particulier, on va essayer de le retrouver puis de vous l'afficher. Voilà, on va vous afficher notamment celui des légumes. Moi, ce que je constate quand même, c'est que la plus grosse évolution constatée par Famille Rurale, 61% sur l'agriculture conventionnelle, la partie de gauche. Regardez les chiffres en rouge. Plus 61%, ce sont les carottes. Oui, moi ça m'a fait. Plus 50% sur les oignons, plus 45% sur les pommes de terre, qui sont les légumes les plus consommés. Classiques. Les plus consommés, et en particulier pour les familles modestes. Est-ce qu'on peut jeter un œil sur les fruits? Je vais peut-être un petit peu vite dans ma zappette, mais le chiffre sur les fruits, est-ce qu'on peut nous les mettre à l'écran? Voilà, je pense qu'il va arriver. C'est pareil, on regarde l'augmentation, c'est la banane. 30%. Et tous les parents savent que la banane, c'est l'élément essentiel pour les enfants. 26%. Qui est aussi un produit de très grande consommation. C'est le plus consommé dans le bol alimentaire, c'est la pomme et les oranges. Oui. Donc c'était effectivement préoccupant. Alors, les causes sont multiples. En particulier, les conditions climatiques ont beaucoup joué. Donc avec des niveaux de récolte et d'offres complètement différents d'une année sur l'autre. Ça joue beaucoup. On va bien sûr vous donner des conseils. On va s'arrêter quelques instants aussi pour vous parler de comment on peut faire pour continuer à manger bien, sain, sans forcément avoir un portefeuille mieux garni. Avant ça, juste une question, on n'en a pas parlé, et je voudrais quand même qu'on s'arrête une minute dessus. Quelles conséquences elle a, cette inflation-là, sur notre rapport au repas, à ce moment de convivialité? Est-ce que vous, dans les études, les analyses que vous avez, vous constatez un abandon de ce temps de convivialité familiale, ou pas, ou au contraire? Alors, on a vraiment eu post-Covid, en fait, cette envie de convivialité et de plaisir à partager ensemble. Quand on pose la question, qu'est-ce qui est important, le contenu de votre assiette ou d'être ensemble, ce qui a beaucoup progressé post-Covid, c'est d'être ensemble, et ça reste la première raison d'être à table et de partager un repas. Donc, on a quand même un autre poste qui a quand même pas mal progressé, c'est les restaurants. C'est-à-dire que quand on parle de ce que les gens mangent, il y a quand même eu un petit déport sur la restauration, où on continue d'aller en restauration, même si depuis cet été, ça commence à pas mal ralentir. Donc oui, le plaisir d'être ensemble, parce qu'en plus, le lien social est fondamental quand on a des crises. On parle de permacrise. Tous les jours, on a des nouvelles qui sont quand même assez anxiogènes. Donc ça reste vraiment manger ensemble et d'être en famille, c'est quand même fondamental. Mais ce qu'on sait, c'est que dans les familles où il y a
peu d'argent, finalement, on préfère manger seul, même quand on est à plusieurs. Et on voit bien que dans les familles les plus modestes, en fait, eh bien, de pas montrer à toute la famille ce qu'on peut pas manger. En fait, eh bien, on préfère dire aux uns et aux autres, parce qu'il y en a qui ont plus d'appétit, chacun mange de son côté. Donc ça, évidemment, ça progresse en ce moment. Donc tout le monde n'est pas à la même enseigne, mais pour tous ceux qui finalement ont encore un peu de moyens, on voit bien que les tendances, c'est pareil, c'est d'aller sur tout un tas de nouvelles fermes de restauration qui sont les tapas, les brunchs, donc vraiment des repas où on partage tous la même chose et on n'a pas chacun son plat séparé. Et ça, c'est vraiment une tendance actuelle. D'accord. Tendance qui va aussi vers le moins cher. Je regarde un petit peu sur le chat. Il y a notamment une question sur les fruits et légumes. On a parlé de l'augmentation des fruits et légumes. Est-ce que la catégorie fruits et légumes que vous évoquez englobe uniquement le frais, concerne uniquement le frais, ou toutes les formes de fruits et légumes, surgelés, conserves, etc. Uniquement le frais. Uniquement. C'est uniquement le frais. Dans notre panier, il n'y a que des produits frais. Donc l'augmentation, est-ce qu'elle se constate également sur des produits conserves surgelés, cette augmentation dans les fruits et légumes? Oui, sur les légumes, il y a vraiment eu des très fortes hausses aussi sur les légumes parce qu'il y a eu des problèmes de récolte et donc les prix des conserves. Il y a même eu un moment où il y a eu des pénuries en fait. On n'en parle plus, mais il y a quand même tout un tas de produits où on a de plus en plus souvent des pénuries. En pois, en haricots, il y a eu des pénuries chez les conserveurs en particulier. Oui. Et par rapport aux figures qu'on voyait sur vraiment la différenciation sociale de la consommation de fruits et légumes, là c'est tout fruits et légumes confondus. D'accord. C'est essentiellement les produits frais qui vont être diminués, mais tout est comptabilisé dans ce calcul-là. Oui, dans le schéma qu'on a vu tout à l'heure. Comment le consommateur, c'est une chose, s'adapte. On se propose aussi de discuter sur comment les acteurs de l'alimentation s'adaptent à cette période complexe, à cette hausse des prix. Je vais vous lire quand même le commentaire d'Olivier sur le chat qui va introduire un peu cette partie. Et vous ne mentionnez pas la qualité des fruits et légumes en grande surface qui s'est dégradée. Exemple, avocats et melons. Alors on va voir un peu ce qui se passe dans les magasins. Ensemble, est-ce qu'on assiste à une gridflation comme certains l'accusent aujourd'hui? Gridflation, c'est profiter de l'inflation pour se faire de l'argent. Est-ce que la chaîne de l'alimentation, du producteur au distributeur, profite finalement de l'augmentation des prix pour augmenter ses propres marges? On va se poser la question, bien sûr, tenter de comprendre ce qui se passe, quelles sont les stratégies aussi opérées pour traverser cette crise inflationniste. Demandons-nous d'abord comment se forment les prix. Je pense que c'est quand même la base de tout. On arrive dans les supermarchés, on a nos fruits et légumes ou alors nos produits transformés. Ils sont passés par quelle étape? Peut-être les fruits et légumes. Je vais me tourner vers vous, Marc Jonglé, pour qu'on essaie de comprendre un petit peu ce qui se passe. Quand la chaîne de distribution du producteur au consommateur peut être d'une longueur extrêmement variable, très variable. Vous avez le schéma sans intermédiaire, donc directement de l'agriculteur au consommateur à travers des achats à la ferme ou dans les AMAP. Vous avez ensuite un schéma avec un intermédiaire entre les deux, qui est le distributeur, qui passe des contrats d'approvisionnement locaux avec des agriculteurs. Ça existe et c'est une bonne chose parce que c'est un circuit assez court. C'est le vendeur, avec des produits qui restent magasin. relativement frais, qui ne sont pas transportés d'un bout du monde à l'autre, qui sont transportés également peut-être en meilleures conditions. Et ensuite, si on pousse jusqu'au bout, pour les produits importés, vous avez l'agriculteur producteur, vous avez le grossiste qui récupère tout ça, vous avez l'exportateur, vous avez l'importateur, vous avez le grossiste à l'autre bout en France, le distributeur et enfin le consommateur. Ça fait 7 maillons dans la chaîne, avec des coûts induits bien sûr à chaque fois, avec probablement aussi des problèmes de maintien de la qualité. Dans quelles conditions est-ce que c'est transporté? Des légumes qui ont eu du trop froid, même en froid positif, sont plus aussi bons. Et puis la répartition des marges. Qui a bien sûr qui pose question. Qui pose question.
Démarrons sur les producteurs, peut-être pour démarrer. Qu'est-ce qui se passe sur le coût de production? Est-ce que les coûts déjà de production de nos aliments ont augmenté? Explique déjà en partie cette inflation ou cette augmentation des prix de l'alimentation, Pascal Ebel. Oui, alors en effet, du côté de l'agriculture, le premier choc, il est venu de là. C'est qu'il y a à la fois eu des pénuries parce qu'on produisait plus de moutarde parce qu'il y a eu un dôme de chaleur au Canada et qu'il y a eu des chocs climatiques. Donc là, quand il n'y a plus de récolte, vous imaginez bien que sur le blé, dès qu'il y a eu la guerre en Ukraine, ça a fait doubler le prix du blé. Depuis, ça a beaucoup diminué. Et donc, il y a vraiment cette partie production liée au changement climatique, plus évidemment, quand on fait de l'agriculture, pour tout ce qui est conventionnel, on a besoin d'engrais et on a eu un choc lié, l'engrais, c'est lié complètement au prix du pétrole. Donc, on a eu finalement ce choc aussi lié à l'énergie qui fait que sur l'agriculture, on a aussi un impact quand le prix du pétrole augmente, quand on a cette fabrication qui et on sait dépend de combien, l'énergie. on sait de combien a été cet impact? Alors, on sait que sur le blé, les prix avaient doublé, donc le prix de la production de blé, en tous les cas, le cours du blé avait doublé. Donc là, aujourd'hui, on est quand même, par rapport à la guerre en Ukraine, on a quand même rétabli les choses, on s'est approvisionné ailleurs, donc il y a quand même eu aussi sur le prix du pétrole des baisses. Et ce qui se passe sur la formation des prix, c'est qu'on a eu évidemment une loi, qui est la loi Egalim 2 plus Egalim 3, qui protège finalement les agriculteurs. Parce que dans la répartition de la valeur jusqu'à cette loi-là, ceux sur qui finalement ils étaient en bout de chaîne, et c'est ceux, et ça a beaucoup été documenté, c'est ceux qui avaient des revenus très faibles. Ils ont manifesté, les consommateurs sont très sensibles en fait à l'agriculteur, même si ils ont l'impression que toute cette transition écologique, tout repose sur leurs épaules. Les consommateurs veulent en effet défendre les revenus, les rémunérations des agriculteurs, et c'est ce qui a été fait avec cette loi qui oblige en fait dans les négociations qui là vont avoir lieu en fin d'année, quand on négocie les prix dans la distribution, la partie matière agricole, l'augmentation réelle doit être répercutée sur les prix aux consommateurs. D'accord. Donc il y a vraiment cette chaîne-là qui aujourd'hui, ce bout de chaîne qui est aujourd'hui protégé. Mais je pense qu'il y a vraiment un sujet qui est qu'en France, on a beaucoup, c'est beaucoup plus complexe qu'ailleurs. À la fois parce qu'on a une diversité alimentaire plus importante. On dit qu'il y a 30 000 références dans un hypermarché. Il n'y a qu'en France qu'on a un modèle d'hypermarché avec autant de références. Donc en fait, cette multiplicité de l'offre fait qu'au global, eh bien, on paye plus cher notre alimentation. C'est 8% à date par rapport à la moyenne européenne. C'était 10-15% il y a 2-3 ans. Et aujourd'hui, on est le 3e pays européen avec l'inflation la plus forte sur l'alimentation en septembre 2023. Parce que finalement, il y a tellement d'acteurs que ça se répercute pas aussi vite que dans les autres pays. Avec cette multiplicité à la fois de circuits de distribution, en Allemagne, on n'a que des équivalents, ce qu'on appelle les EDMP, c'est-à-dire que c'est que des marques distributeurs, en fait. On est un des pays, pour beaucoup d'acteurs de l'industrie agroalimentaire, où on a le plus de marques nationales dans notre panier. Donc, en effet, ça fait un acteur de plus. Quand c'est le français aime beaucoup la marque nationale, alors que l'allemand beaucoup moins. Oui, parce que l'allemand, il est beaucoup plus sur le prix que sur la qualité. Nous, on est en effet dans une alimentation diversifiée, une alimentation de qualité. On a aussi une espérance de vie plus longue parce qu'on mange beaucoup plus diversifié qu'un allemand. Donc, et alors, je rebondis tout de suite sur ce que vous dites, Pascal. Ça veut dire que marque nationale égale qualité? Marque distributeur égale moindre qualité? Non, parce que c'est les mêmes acteurs. C'est les mêmes qui fabriquent. Donc ça a été, il y a un observatoire qui s'appelle Ocali de l'ANSES qui regarde ça en fait, les qualités. En tous les cas, en termes de qualité nutritionnelle, il n'y a pas de différence. Par contre, ça peut être le cas de la qualité organoleptique. Et ça, le consommateur, en effet, il peut faire la différence. Et c'est vrai qu'en période, on l'a dit, il y a 2 stratégies en ce moment. Ceux qui sont les plus modestes, ils mangent moins, ils mangent différemment. Et ceux qui ont un peu plus de moyens, ils vont des premiers prix. On sait que quand l'inflation va diminuer, ils reviendront sans doute vers plus de marques parce qu'ils y voient au moins en termes d'imaginaire une qualité plus forte. Ouais. Par contre, alors je voudrais revenir sur la production là rapidement, qu'on comprenne quand même ce qui se passe, parce que on parle de l'augmentation du prix du blé, lié à la guerre en Ukraine. Sur la moutarde, on comprend les catastrophes naturelles, mais moi j'ai l'impression que tous les produits ont augmenté. Est-ce que toutes les matières premières ont augmenté aussi? Comment ça s'explique tout ça?
Alors, par exemple, en ce moment, c'est le sucre. C'est le prix du sucre, la production agricole de sucre, parce qu'en effet, il y a des problèmes climatiques sur la canne à sucre. Vous avez suivi ce qui se passe sur la betterave. Alors là, en ce moment, il y a moins de betteraviers en France parce que, notamment, il y a des invasions et on n'a plus le droit d'utiliser des néocotinoïdes et donc on a moins d'agriculteurs qui veulent aller sur ces cultures-là. Donc, il y a en ce moment tout le temps des matières premières et notamment le prix du lait aussi, parce que de la même façon, les agriculteurs, les producteurs de lait ont négocié à ce que le prix du lait soit plus élevé. Donc aujourd'hui, ce que le consommateur paye et où il y a les hausses les plus fortes, c'est le sucre et tout ce qui va être produits laitiers qui ont des augmentations beaucoup plus fortes. On ne serait pas juste si on ne parlait pas de spéculation sur cette partie-là de production? Alors, il y en a eu plutôt au tout début de la guerre en Ukraine, c'est-à-dire que sur des produits qui ont des cours, en fait, sur lesquels il y a des cours mondiaux. Donc, le blé, c'est typiquement un des produits sur lesquels il y a des cours mondiaux. Et donc, les céréaliers sont habitués, en fait. C'est des produits qui se stockent. C'est plus compliqué de stocker du lait, quoi, enfin, sauf en poudre. Mais le blé, ça se stocke. Donc, il y a eu ça plutôt dès qu'il y a eu la crise en Ukraine. Mais depuis, ça s'est stabilisé parce qu'en effet, on ne peut pas stocker et garder des lots, surtout que, en ce moment, les prix diminuent. Donc, on n'a aucun intérêt à les garder. D'accord. Donc là, aujourd'hui, la spéculation, elle existe encore? Elle existe moins? Ah oui, non, je pense qu'il y a pas, enfin, on peut pas identifier comme ça sur tous les produits qui augmentent le plus. Sur l'huile, c'est pas lié à la spéculation, c'est vraiment qu'il y a des récoltes en moins, donc c'est pas, ça s'identifie pas de façon en termes de produits. On peut pas citer un produit sur lequel il y a une spéculation. On protège nos agriculteurs, c'est ce que je retiendrai déjà de cette première intervention sur les acteurs de l'alimentation. L'INSEE a annoncé que les industriels ont fait en 2022 et jusqu'au premier trimestre 2023 des marges importantes, marges records même, c'est ce qui est annoncé. Et puis on constate aussi des pratiques un peu douteuses. On parle de shrinkflation, vous en avez sûrement entendu parler, qui vise à diminuer les volumes dans les barquettes tout en gardant le même prix de produits. Tout à l'heure. Voire en l'augmentant. Voire en l'augmentant. Tout à l'heure, on parlait de la diminution de la qualité peut-être des produits aussi. Avocats et melons, nous disait Olivier. Moi, je constate qu'en France, on paye 8% plus cher, et c'est ce que vous disiez tout à l'heure, Pascal, que les autres pays européens. Est-ce que c'est vrai? Comment ça s'explique tout ça finalement, Gaëlle? Oui, alors d'ailleurs, je voudrais juste faire une première observation. C'est fait dans le prix final au consommateur. Il faut intégrer le cours de la matière première, mais qui va peser entre 10 et 40%, comme vient de l'évoquer Pascal. Et puis, ça veut donc dire que le reste, entre 90% et 60%, ce sont des coûts liés au transport, au carton, au salaire, au marketing, aux techniques commerciales, etc. Donc, ça veut dire que... Et à la marge. Et à la marge, bien évidemment. Et c'est ce que j'appelais le marketing, parce qu'effectivement, et c'est particulièrement vrai en période de crise, il est très important pour les industriels, tout comme les distributeurs d'ailleurs, de soutenir leurs produits, de soutenir leurs marques, de continuer à investir, de continuer à innover, à proposer des nouveaux produits sur le marché, de s'adapter aux attentes des consommateurs. Donc, première remarque, c'est ça, c'est que quand le cours d'une matière première, si un produit n'est composé dans son prix final qu'à hauteur de 10% de la composante matière première, ce n'est pas parce que ce cours de la matière première diminue aujourd'hui qu'il va pouvoir le répercuter d'autant dans son prix final au consommateur. Ça, c'est quand même un premier élément à avoir en tête. Ensuite, alors on parle de 8%. Alors, je me souviens qu'au moment du pic de l'inflation observé en Angleterre, par exemple, en 2022, on a eu 2 ans de pic inflationniste à 2 chiffres. C'était vraiment du jamais vu en Angleterre. Et c'est arrivé en France 1 an plus tard. C'est aussi lié au fait que on a un système de négociation commerciale entre la grande distribution et les industriels qui fait office de garde-fou d'une certaine manière et qui nous permet quand même de modérer l'inflation. Donc c'est un pouvoir d'influence qu'a la grande distribution qui est extrêmement concentré en France. Et ces négociations commerciales, elles ont lieu une fois dans l'année et elles vont figer et elles vont fixer les prix
pour 1 an de contrat. Donc alors, il y a des hausses jusqu'à hier soir. La négociation, on ne sait pas si elle va être pluriannuelle. En tous les cas, elle va être avancée dans le temps. Ça, c'est déjà une chose que l'on sait. Voilà, exactement. Donc ça veut dire que des hausses que l'on observe aujourd'hui sont parfois le fruit des négociations faites l'an dernier en 2022 sur le cours des matières premières, j'entends bien évidemment. Ensuite, on sait aussi que c'est ça qui explique donc que là, pour l'instant, ça ne baisse pas aussi vite que ce que ça devrait ou pourrait. Alors, on a aussi, pour ces histoires de négociations commerciales, comme le prix est fixé, vous avez un temps de latence qui est extrêmement important. Ça peut être entre 6 et 8 mois, par exemple, pour la projection de la baisse du cours du café, par exemple. Bon, c'est pas parce que le cours du blé baisse aujourd'hui que demain vous allez retrouver en magasin votre paquet de pâtes à moins 10% si le cours de la matière première est à moins 10%, parce que vous avez ce temps de latence lié à ces contrats annuels de négociation commerciale entre le distributeur et les industriels. On a aussi la diversité, cette chaîne de l'agroalimentaire qui vient donc préserver un revenu minimum de l'agriculteur, des producteurs, avec la sanctuarisation du prix liée à la loi Egalim qu'évoquait Pascal. Donc ça vient aussi se rajouter, je vais dire, à la différence de prix qu'il peut y avoir par rapport à nos voisins européens. On a un coût de la main-d'œuvre qui est également important. Et puis, en ce moment, puisqu'on évoque des différentiels de prix, dans les zones limitrophes avec la Belgique, par exemple, on a aussi nos voisins et amis belges qui viennent acheter dans des magasins limitrophes en France parce que les prix des produits alimentaires sont plus faibles que ce qu'ils observent en Belgique. Donc, je dirais que les choses sont à nuancer parce que le calcul d'une marge, c'est extrêmement compliqué. Et à l'inverse, en 2020, 2021, au moment de la crise sanitaire du Covid, je crois que les uns et les autres ont aussi joué le jeu de faire du prix coûtant pour des fruits et légumes, par exemple, fin d'année 2022, de faire du prix coûtant sur l'essence, par exemple, pour être attractif et puis ensuite espérer que le consommateur aille faire son plein de courses hebdomadaires dans le magasin attenant à la station-service. Donc il y a une péréquation des marges qui est comme ça vraiment un savant dosage de techniques commerciales. Il n'y a pas une volonté délibérée de faire de la marge au détriment du consommateur. Le consommateur, il est extrêmement mature, exigeant, il est très regardant, il dispose aujourd'hui d'applications qui lui permettent de comparer les prix, il dispose d'applications qui lui permettent de voir si les produits qu'il choisit sont vertueux ou non. Donc il a lui aussi un pouvoir d'influence et un pouvoir de décision entre ses mains face à la grande distribution et face aux industriels. C'est pas un hasard si aujourd'hui l'enseigne qui caracole en tête des gains de part de marché, c'est Leclerc, qui est, on va dire, qui est le moins cher, qui est en tous les cas la mieux perçue en termes de prix, qui est la mieux disante en termes de prix, qui a su aussi jouer sur tous les leviers justement commerciaux qu'elle a à sa disposition, à la fois en surfant sur la marque propre, sur les marques nationales, en mettant en avant des opérations promotionnelles sur sa marque propre, ce qui a été assez rarement fait les années précédentes. Donc voilà. Et alors qu'il y ait ici ou là un besoin de rattrapage sur un niveau de marge qui a baissé en 2022, c'est pas impossible. Il n'y a pas de volonté systématique, transversale, de vraiment se refaire sur le dos du consommateur, parce que c'est la loi de la concurrence. Le consommateur, il regarde les prix, il regarde de plus en plus le prix au kilo. Vous évoquiez la shrinkflation, qui consiste effectivement à en mettre moins dans le même packaging, au même prix, voire à un prix augmenté, ce qui a pour conséquence une augmentation considérable du prix au kilo ou du prix au litre. Donc ça, c'est quelque chose qui est monnaie courante en Angleterre, par exemple. En France, ça concerne une centaine de références sur à peu près 30 000 que comporte un hypermarché. Donc ça reste relativement anecdotique, j'ai envie de dire. C'est pas illégal, mais c'est effectivement totalement inacceptable du point de vue du consommateur, j'entends bien. Et c'est ce point-là qui est discutable, c'est cette nécessité d'être transparent
d'informer le consommateur, de préciser quand la quantité a été réduite, hein, qu'il sache à quelle sauce il est mangé. Et c'est d'ailleurs stigmatisé et pointé du doigt par certaines enseignes, hein, qui n'hésitent plus à mettre des affichettes pour stigmatiser certaines enseignes, certaines marques qui ont cédé à la tentation de cette pratique du shrinkflation, hein, ce qu'on appelle le name and shame, hein, donc voilà, qui commence un petit peu à se généraliser dans certains magasins. Sûr, et c'est là où on voit l'importance aussi du consommateur, hein. Je pense que c'est aussi ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est en tant que consommateur, on a un certain pouvoir, à la fois sur les industriels dans ces cas-là, et sur les distributeurs également. Je pense qu'il faut bien sûr le préciser. Et quand je disais tout à l'heure Leclerc qui est le moins cher, son application qui est le moins cher pour je sais plus quoi, comme OFR, mais c'est imbattable. C'est très très efficace pour un consommateur. C'était aussi l'objet de cette intervention. On va passer rapidement et je vais vous laisser la parole, Nicole, pour parler de petites courses. Avant ça, juste un mot quand même sur le prix coûtant. Alors au départ, je voulais qu'on parle de la vente à perte, parce que il y a eu cette courte discussion autour de la vente à perte sur le carburant que le gouvernement voulait plus ou moins imposer aux distributeurs. Est-ce qu'on peut imaginer un système un peu identique, soit prix coûtant, soit vente à perte sur de l'alimentation? Pourquoi on n'en parle pas? Parce qu'on est déjà à 10% au-dessus du centre de vente à perte, c'est-à-dire que on voyait tellement la hausse des promotions arriver. Quand on fait beaucoup de promotions, ça se fait toujours au détriment des petits acteurs, en fait, hein. Et il y a la loi Egalim qui a décidé d'empêcher qu'il y ait trop de promotions à cause du gaspillage alimentaire. Parce qu'en fait, quand on met des promotions et que les gens en achètent parce qu'ils se disent ça va être 2 fois moins cher, aujourd'hui, on n'a pas le droit de faire plus de 50% sur un produit de promotion. Et donc, sur l'alimentaire, déjà, on n'a pas le droit de vendre en dessous de 10% au-dessus du seuil de vente à perte, pour protéger toujours les agriculteurs et les petites PME. Et en fait, c'est de vendre à prix coûtant ou en dessous, c'est ce qui s'est passé au moment où on a voulu le faire sur le carburant, ça pénalisait les petits garagistes, enfin ceux qui n'ont pas autre chose, parce que comment fait Leclerc pour vendre à prix coûtant son carburant, c'est qu'il se rattrape sur autre chose. Le consommateur, il s'en rend pas compte, mais il vend tellement de produits sur les 30 000 références, il y en a forcément sur lesquels il va faire des marges, et ça a souvent été le cas des fruits et légumes, hein, notamment. Donc en effet, c'est pas toujours dans l'intérêt du consommateur. C'est-à-dire que, en fait, tout en plus est digitalisé. On sait très bien sur quel produit on peut faire des marges et sur quel produit on n'en fait pas quand on est dans la grande distribution. Et à long terme, c'est anti-économique, la vente à perte. Totalement anti-économique. Oui, mais en période d'inflation, on pourrait imaginer, puisqu'on l'imagine sur le carburant, on pourrait imaginer que pour les familles les plus précaires, les plus en difficulté, sur un temps court, sur des produits, je sais pas, je fais pas de politique, mais on pourrait l'imaginer. Si on l'imagine sur le carburant, c'était surtout l'objet de ma question. On va avancer très vite puisque on arrive presque au bout de ces échanges. Je voudrais qu'on parle des solutions qu'on peut apporter à ceux qui nous regardent pour continuer à bien manger malgré l'inflation. Nicole, en tant que chercheur aussi, quelles actions vous semblent pertinentes pour aider les familles à manger équilibré et sain dans cette période d'inflation? Vous allez nous parler d'Opticourse. Opticourse qui est un programme pour amener des consommateurs à faire les bons choix, c'est ça? Oui, en fait, pour armer les consommateurs à avoir une alimentation plus équilibrée sans dépenser plus. C'est un programme en fait qui existe depuis un certain temps puisque on l'a conçu et validé et on a vérifié son efficacité. C'est l'INRAE, hein, c'est l'INRAE, tout à fait, l'Institut national sur la recherche de l'agriculture et l'environnement. En fait, on a fait ça après 2008, après la crise de 2008, où déjà on parlait des grandes inégalités sociales en matière d'alimentation et de la nécessité de les réduire. Et c'est basé sur l'idée qu'on va pas être prescriptif, on va essayer d'éviter d'être culpabilisateur, on va rester positif et on va plutôt donner aux personnes voilà les armer
les déculpabiliser, leur montrer ce qu'ils font de bien, et puis leur permettre d'échanger des trucs et des astuces, toutes ces choses-là qui ont été listées tout à l'heure. Et effectivement, chacun fait ça, tout le monde ne fait pas tout, donc on peut échanger. Et puis bien sûr, faire passer de l'information quand même, faire passer de l'information, en profiter, faire passer de l'information sur l'alimentation, les liens entre alimentation et santé, sur le fait que c'est vraiment important de consommer des fruits et légumes, mais qu'on peut consommer moins de viande. Et comme à la fois fruits et légumes et viande sont des produits chers, finalement, en consommant moins de viande, on libère un peu de budget pour avoir plus de fruits et légumes qui sont nécessaires à la santé. Pour aussi, peut-être là, maintenant qu'on arrive aussi sur des questions environnementales, prendre mieux en compte les impacts environnementaux de l'alimentation. Et là encore, la végétalisation va nous aider. Mais pas n'importe quelle végétalisation. Parce qu'en fait, aujourd'hui, chez les plus pauvres, on peut avoir du végétarisme subi, c'est-à-dire, oui, voilà, je mange des pâtes, je mange des biscuits, je mange des cipes, c'est végétal. Hein. C'est végétal, ça coûte pas cher, c'est pratique, tout le monde aime ça, mais c'est pas bon pour la santé. Donc, il faut une végétalisation, une diversification, variés, colorés. Et là, par exemple, en regardant plus précisément à la fois la hiérarchie des prix alimentaires, mais aussi la hiérarchie de l'impact carbone dans l'alimentation, c'est ce qu'on fait là sur ce graphique-là, on voit très clairement que on a d'un côté les produits animaux qui sont plus impactants pour l'environnement en termes d'impact carbone et pas seulement d'impact carbone, et puis les produits végétaux qui le sont moins, même si les fruits et légumes sont les plus impactants de tous les produits végétaux. Donc pour de l'alimentation durable, manger de l'huile. C'est ce que je retiens de ce. Alors non, parce que justement, le problème c'est qu'il n'y a pas d'aliments durables, il y a des alimentations et des modes alimentaires durables. Et ce qui est important, c'est l'assiette, c'est l'équilibre, c'est le panier, c'est l'ensemble, c'est la combinaison des aliments et donc le rééquilibrage. Et le rééquilibrage, tout à l'heure je disais rééquilibrer, c'est-à-dire dépenser un peu moins pour la viande et un peu plus pour les fruits et légumes. Et là, on peut même dire végétaliser, aller faire plus de végétaux, mais pas des végétaux dépourvus de vitamines, de minéraux, de fibres, mais des bons végétaux, donc les fruits et légumes, des légumes secs, des céréales complètes plutôt que des céréales raffinées. Et ça, ça va permettre à la fois d'avancer sur le plan de l'équilibre nutritionnel et alimentaire, de maîtriser les impacts environnementaux et sans augmenter le budget, voire même peut-être en le diminuant un peu, puisque pour toutes les catégories de la population, en moyenne, la viande, c'est à peu près 20% des dépenses alimentaires. Donc, si on baisse ça, on peut espérer, peut-être pas baisser les dépenses alimentaires, mais au moins les maintenir stables tout en gagnant en qualité. Et la qualité, c'est plutôt sur l'équilibre là que je la vois, et pas tellement sur le fait d'acheter des marques nationales ou pas, parce qu'on sait que ça joue pas sur la qualité nutritionnelle. Voilà. On sait. Acheter un biscuit, oui, nous savons. Pas. Nous savons qu'un biscuit de marque ou un biscuit marque distributeur ou marque nationale, c'est un biscuit. Voilà, c'est de la farine, d'une matière grasse végétale et puis du sucre. Alors que un fruit, c'est un fruit, ça coûte plus cher, c'est des calories plus chères, mais c'est important parce que ça apporte beaucoup de choses qui vont protéger la santé. Oui, alors moi je l'entends ça, mais quand je regarde le graphique, j'ai quand même l'impression que tout ce qui est conseillé pour une alimentation plus durable, c'est quand même tout ce qui est dans les aliments les plus chers, mis à part la viande. Non, pas forcément, parce que vous voyez, les produits laitiers, les œufs sont des sources animales de nutriments extrêmement intéressants, pas seulement de protéines. On a mis trop l'accent sur les protéines. Finalement, les protéines, on s'en moque un petit peu. Tout le monde en consomme largement suffisamment. Mais par contre, ce qui se passe, c'est que les aliments sources de protéines sont aussi sources de très nombreux autres micronutriments intéressants et pour les végétaux de fibres. Donc, on a des produits qui sont intéressants et pas trop chers, produits laitiers,
peu, la volaille aussi. Et puis, dans les produits végétaux, il y a des aliments, alors là, pour le coup, vraiment, en termes de qualité nutritionnelle, comparativement au prix, qui défient toute concurrence. C'est les légumes secs, les céréales complètes. Après, c'est la difficulté de savoir comment amener les gens à intégrer ça à leur alimentation. Ça fait partie du programme Opticourse de... Oui, ça en fait partie. On a beaucoup de choses, en fait, dans ce programme. On a aussi, par exemple, une dégustation à l'aveugle de produits, justement, marque nationale, marque distributeur, premier prix, et puis les gens se rendent compte que finalement, quand on déguste à l'aveugle, on voit pas de différence. Il faut vraiment fermer les yeux et se dire, oui, peut-être que celui-là, il est un peu meilleur que celui-là, et c'est pas toujours, même rarement, la marque nationale qui gagne. Et sur la qualité de l'aliment en lui-même, est-ce qu'il y a une consigne? Non, pas du tout. Déjà, il n'y a pas de consigne. Dans Opticourse, il n'y a pas de prescription. On est vraiment sur passer de l'information, permettre les échanges. Et puis, on a un peu de conseils individualisés. La plupart des activités sont collectives et justement, on bénéficie de cette dynamique du collectif. Et il y a quelques conseils individualisés sur l'équilibre global des courses. J'ai vu d'ailleurs que vous démarrez les programmes, ce sont plusieurs ateliers qui sont proposés. Vous démarrez les programmes en utilisant les vrais tickets de caisse des personnes qui participent. Oui, regarder un petit peu, discuter avec eux, pourquoi tu achètes ça. Forcément, en fonction de sa culture, on n'a pas les mêmes achats. Oui. Et c'est là aussi où ça se complique pour le consommateur, de trouver des aliments sains. Quand on a une culture qui nous habitue à manger beaucoup de féculents, on a tendance à rester dedans et on a du mal aussi à changer ses habitudes. Oui, ça c'est pas seulement vrai pour les personnes en précarité, c'est vrai pour tout le monde. On est assez scotché sur nos habitudes, ce qu'on a appris dans l'enfance. Mais c'est vrai que les échanges de trucs et astuces permettent de prendre du recul. Et le recueil des tickets de caisse aussi, on demande aux personnes, si elles le veulent, évidemment, c'est volontaire, de garder leur ticket de caisse pendant un mois. Et en fait, ça permet de prendre du recul et de se dire je savais pas que je dépensais autant pour la viande, par exemple. Ou alors, les produits sucrés, oui, c'est quand même une part importante de mon caddie. Vous parlez beaucoup des calories. On va juste terminer très rapidement dans quelques instants, mais vous parlez beaucoup des calories de l'aliment. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi, pour une famille, c'est important de prendre en compte cette dimension-là? Alors, je dirais pas que c'est important pour eux de le prendre en compte, mais pour nous, pour comprendre les comportements alimentaires, c'est très important parce qu'on sait que en fait, quand on compare les prix des aliments, on a du mal à se dire ça c'est plus cher que ça ou ça c'est moins cher que ça. Moi je regarde les prix au kilo. Si je prends l'exemple, le kilo de viande, si je regarde un kilo de pâtes, donc je regarde les prix. si je regarde le prix au kilo des tomates et le prix au kilo des chips, je vais dire que les chips c'est plus cher que les tomates, 2 à 3 fois plus cher. Mais si je regarde le prix des calories apportées par les tomates versus le prix des calories apportées par les chips, c'était 10 fois moins cher avant l'inflation. Aujourd'hui, c'est 15 fois moins cher, les calories apportées par les chips. Et donc ça permet de comprendre quand même pourquoi, quand on a un budget très contraint, ça va être plus difficile de mettre des fruits et légumes dans ce caddie. Parce que on a quand même ce besoin énergétique à couvrir, qu'on en a tous besoin chacun. Inconsciemment, vous voulez dire qu'on cherche à combler ce besoin en calories. Voilà, c'est un besoin tout à fait spontané et d'ailleurs très bien régulé. Chacun, du jour au lendemain, consomme à peu près la même quantité de calories. Moi, c'est pas pareil que vous ni que vous, mais d'un jour à l'autre, pour moi, c'est à peu près similaire. Et si je dois sauter un repas, 2 repas, je vais tout de suite savoir que j'ai faim, j'ai besoin de ces calories. Donc, c'est le premier besoin énergétique, le seul qu'on ressente en tant que tel. Vous ressentez pas un besoin en vitamine C, vous ressentez pas un besoin en fer, même si à force, ça va pas être bon pour votre santé. Donc, c'est important, c'est justifié de regarder le coût des calories. Et quand on regarde le coût des calories, c'est là qu'on voit de façon encore plus évidente que les fruits et légumes, la viande et le poisson sont des sources chères, alors que les produits céréaliers, les matières grasses ajoutées et les produits sucrés salés sont des sources pas chères de calories. Et là, il y a un piège parce que les produits sucrés salés,
les céréales raffinées, celles que nous consommons en général, hein, le pain blanc, les pâtes, le riz blanc, bah, c'est pas le mieux du mieux pour notre équilibre alimentaire si c'est pas complété avec des fruits et légumes, du poisson, des œufs, etc. Donc il faut savoir ça. Quand on sait ça, on sait que c'est plus difficile d'avoir une alimentation équilibrée quand on a un petit budget. Mais il faut pas être défaitiste et se dire bon, bah, je sais ça, maintenant je peux m'appuyer là-dessus pour chercher les voies pour aller vers du mieux. Voilà. Merci beaucoup, Nicole. Opticours, c'est un bon outil pédagogique. Et je pense qu'on a encore besoin de beaucoup d'éducation et de pédagogie. Et ce que nous essayons de faire, nous, Famille Rurale, en tant qu'association de consommateurs, à travers nos actions, à travers notre observatoire, à travers nos jeux de société qui portent là-dessus. Avec des préconisations évidemment également pour les familles. Merci beaucoup, merci à tous les quatre de cet échange. On aurait pu parler encore, je pense, pendant une heure, évidemment, avec vous tous qui nous suivez actuellement. Sachez, comme Nikta vous le précise dans le chat, que le replay de cette table ronde sera bientôt disponible sur la page LinkedIn de l'Institut for a Positive Food. Donc n'hésitez pas à vous y rendre si vous voulez, si vous avez loupé le début par exemple, ainsi que sur la chaîne YouTube de l'Institut. Merci à tous, merci à vous. Surtout, prenez garde à votre alimentation, jetez un œil sur les étiquettes également. C'est un peu ce que je peux vous conseiller de très court pour terminer ce webinaire. Merci beaucoup de votre écoute. Merci à tous les quatre. Merci beaucoup. Merci.